BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Et on connaîtra dans quelques heures le détail de la phase 2 du déconfinement. Le Premier ministre Édouard Philippe prendra la parole à partir de 17h. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur BFM Business. Parmi les annonces attendues, un calendrier pour la réouverture des cafés, hôtels, restaurants, les conditions de voyage en Europe pour cet été et les mesures de soutien aux entreprises, précisément à quel rythme et à quelle échéance le gouvernement prévoit de retirer les mesures de soutien. On en parle avec Thomas Mesnier, député LREM de Charente et nouveau rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. On assiste à un reflux de l'épidémie à la fois en termes d'hospitalisation et du nombre de patients en réanimation. L'une des questions à ce stade, c'est de savoir si les départements actuellement classés en rouge vont passer en vert à partir de lundi prochain. Écoutez, effectivement, les questions se posent. La circulation du virus semble ralentir. Les capacités d'hospitalisation et de réanimation sont un peu plus, sont moins sous tension. Donc effectivement, la mise à jour de cette carte sera probablement présentée. Il reste, cela dit, quelques départements qui restent en grande difficulté, notamment j'ai en tête certains dans l'Île-de-France. Donc il faut rester mesuré sur le sujet, vigilant, mais effectivement la situation semble s'améliorer, permettant effectivement penser à la phase d'après du déconfinement. Est-ce que le risque n'est pas d'envoyer un message trop positif à la population et donc de provoquer un relâchement dans les comportements à la fois en termes de distanciation et de gestes barrières ? Alors, effectivement, il faut rester très vigilant et en alerte. Le virus continue de circuler. Le virus reste tout aussi redoutable qu'il l'est depuis son arrivée il y a maintenant quelques mois. Je pense qu'il faut réussir à trouver la bonne mesure pour permettre d'augmenter la vie sociale, la vie économique, tout en préservant la sécurité sanitaire, c'est l'essentiel, et surtout conserver le respect des mesures barrières et de la distanciation physique. Certains acteurs économiques pensent que le gouvernement a peut-être péché par excès de prudence et que l'économie a été sacrifiée en raison du principe de précaution. Vous qui êtes médecin de formation, vous pensez que c'était la bonne stratégie ? Moi, je ne crois pas qu'il y ait d'excès de prudence quand il s'agit de la santé des Français. D'ailleurs, tous les pays du monde se sont confinés à peu près de la même façon, à un rythme effectivement différent selon comment la vague arrivait. D'abord, la sécurité des Français, elle a été au mieux assurée. J'entends les demandes du milieu économique. Il faut pour cela reprendre cette activité, mais en assurant la sécurité sanitaire. Et je crois que ça a été vraiment le cas et qu'il n'y a pas eu trop d'excès sur le sujet. Cela dit, la gestion de la crise par le gouvernement est assez durement critiquée par les Français. On le voit dans les enquêtes d'opinion. Comment est-ce que vous expliquez cette perception au niveau de la population ? Qu'il y ait des critiques, c'est normal, c'est même sain. Vous savez, en France, on a aussi beaucoup l'habitude et le plaisir de s'auto-flageller. Je crois qu'il faut aussi voir tout ce qui a bien fonctionné, ce qui a très très bien fonctionné. Et je pense que quand on regarde à l'étranger, on peut aussi s'enorgueillir de la façon dont notre système de santé non seulement a tenu, mais a pris en charge les Français. Et donc je ne participerai pas de ce bashing. Certes, des questions doivent se poser et se poseront. La commission d'enquête parlementaire, d'ailleurs, le fera en premier lieu. Mais je crois vraiment qu'on a aussi au mieux répondu à cette crise. À ce stade, l'un des enjeux est d'éviter une reprise de l'épidémie. Le gouvernement a développé une application pour le traçage des cas contacts. Stop Covid pourra en principe être téléchargé ce week-end. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été particulièrement laborieux, le développement de cette application. Oui, d'abord, ça pose des questions de liberté et de traçage qui ont été remontées en premier lieu. Vous savez, aussi bien sur la question de la gestion de la crise que sur la question de cette application. En fait, depuis plusieurs mois, les Français, et moi comme tout le monde, on a eu peur. Et donc à ce moment-là, on s'inquiète de beaucoup plus de choses. Sur la question du traçage, effectivement, il y a eu des difficultés d'ordre technique à surmonter. Il y a eu des difficultés
dans la réponse justement sur les données, la gestion des données personnelles. Je crois qu'aujourd'hui, tous les feux sont au vert pour cette application. D'ailleurs, elle est passée au grill du débat de l'Assemblée nationale et du Sénat hier, et les deux chambres ont validé le principe, et ça sera un outil complémentaire dans la lutte contre l'épidémie. Les hôpitaux français ont réussi à gérer la crise sanitaire, mais le nombre de victimes du coronavirus était particulièrement élevé en France, comme d'ailleurs en Espagne et en Italie, mais en tout cas beaucoup plus élevé qu'en Allemagne. Est-ce que c'est pas, selon vous, un douloureux rappel à l'ordre pour les Français qui pensaient avoir l'un des meilleurs systèmes de santé au monde ? Alors d'abord, le système de santé a tenu. Ensuite, effectivement, la crise a mis en lumière certaines difficultés de notre hôpital public qu'on avait déjà bien diagnostiquées depuis 2017 et sur lesquelles on était en train d'agir. Alors peut-être pas assez vite et pas assez fort, et on va, avec le Ségur de la santé, accélérer sur ces points-là. Pour autant, je pense que ça a aussi mis en lumière la difficulté du secteur médico-social et de la gestion de nos aînés, car ce virus a particulièrement ciblé nos aînés les plus fragiles, et il nous appartiendra de mettre davantage les moyens aussi dans ce secteur-là, parce que si l'hôpital nécessite davantage d'investissement, l'hôpital a tenu, l'hôpital français reste un trésor et une force nationale, mais il faut aujourd'hui développer encore et investir pour nos aînés. Vous êtes le nouveau rapporteur général de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous attendez du Ségur de la santé, justement, cette période de négociation qui a débuté en début de semaine et qui doit aboutir à une réforme de notre système de soins ? Alors d'abord, je crois qu'il faudra qu'on garde ce cap qui avait été d'ailleurs salué par l'ensemble des acteurs de la santé, du plan Ma Santé 2022 présenté par Emmanuel Macron en septembre 2018. Cela étant dit, on avait un angle mort sur l'hôpital. D'ailleurs, le gouvernement avait répondu par un plan complémentaire en novembre dernier dont on n'avait pas encore eu le temps de réellement le mettre en œuvre. Probablement qu'il faudra davantage de moyens pour l'hôpital public pour investir à court, moyen et long terme pour notre hôpital public. Et puis évidemment, se poser la question de la reconnaissance et de la revalorisation salariale des soignants. Puis après, on aura aussi des questions à avoir, notamment sur le lien entre la ville et l'hôpital, question récurrente et ô combien importante. Les rémunérations, justement, comment est-ce que vous expliquez que la France fait partie des pays au monde qui consacrent le plus d'argent à son système de santé, c'est plus de 11% du PIB, et que les soignants français soient parmi les moins bien payés de l'OCDE ? On a du mal à comprendre cette équation. Les revalorisations ont été anciennes. Il y avait eu une revalorisation du point d'indice en 2017, mais effectivement, on était largement à la traîne, et pas seulement depuis 3 ans, mais depuis 10 ans, voire plus, sur les revalorisations des soignants. L'année dernière, on avait créé des primes pour justement améliorer la qualité, le pouvoir d'achat, la qualité de vie des soignants. Mais je crois que si les primes sont un plus, aujourd'hui l'heure est à une véritable reconnaissance salariale de leur travail, probablement à adjoindre aussi d'ailleurs à une révision des tâches, des compétences du quotidien, pour non seulement reconnaître de façon salariale leurs compétences, mais aussi dans leur pratique les actes du quotidien. Vous parliez de garder le cap par rapport au diagnostic qui avait été fait sur le système de santé français en 2017. Emmanuel Macron, lui, il y a quelques jours, a reconnu que la stratégie qu'il avait présentée était une erreur. Et est-ce que vous êtes d'accord avec lui, vous qui aviez inspiré notamment le plan pour les urgences de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn ? J'entends ce que dit le président, en ce sens que dans le plan Ma Santé 2022, tout était fait pour faire baisser la pression sur l'hôpital, mais sans réformer véritablement l'hôpital. D'ailleurs, c'était l'angle mort clairement du plan, parce qu'on voulait réorganiser le système de santé sur le territoire, beaucoup en lien avec la médecine de ville, aussi avec le secteur médico-social. Et il n'y avait pas de réforme structurelle de l'hôpital public et d'investissement sur l'hôpital public. Alors, on a voulu y répondre en novembre, certainement pas assez fort. En tout cas, les réformes, moi j'ai enfilé la blouse en tant que médecin pendant cette crise. J'ai pu voir que tout ce qu'on avait décidé, notamment au mois de novembre, n'était pas visible sur le terrain. Il appartient, de ce point de vue-là, d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Merci beaucoup Thomas Mesnier, député LREM de Charente et nouveau rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été en duplex avec nous. On le rappelle, phase 2 du déconfinement. Le détail sera présenté tout à l'heure à partir de 17h par le Premier ministre Édouard Philippe. Et bien sûr, ce sera à suivre en direct sur BFM Business.